Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors d'ailleurs, oui, je suis habillée pareil que la dernière vidéo, mais je les enchaîne, donc je profite d'un petit temps calme et toute seule et calme pour pouvoir vous filmer des vidéos, et j'avais très envie de vous parler d'une maison d'édition aujourd'hui puisque on est encore un petit peu dans le Cocorico Challenge. C'est une maison d'édition indépendante française qui n'est pas sur la SFFF mais que je trouve important de soutenir, surtout qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Du coup, voilà, si le cœur vous en dit, j'avais envie de les mettre en avant puisque j'en ai lu pas mal cette année et que je trouve le tout très très qualitatif pour cette petite maison d'édition qui n'a ouvert qu'il n'y a pas très longtemps puisque ça a ouvert en 2022. Ils ont dit plusieurs fois que c'était un petit peu compliqué en ce moment et que tout soutien était bon à prendre. Donc voilà, ce n'était pas prévu cette vidéo, mais j'ai envie de leur apporter mon soutien. Je veux bien sûr parler de la maison d'édition Hurlevent, créée par Sarah de la chaîne Mrs Bookerman, qu'elle a créée en collaboration en trio avec Marion et Alexia. Je crois qu'entre temps Alexia n'est plus dans le projet, mais Sarah, ou alors je me trompe, mais bref, je sais qu'à un moment donné elle est partie en congé mat et je l'ai pas revue, du coup je me dis que peut-être qu'elle n'est plus dans le projet, mais en tout cas il y a toujours Sarah et Marion et l'équipe s'est notamment bien étoffée. J'ai été très très curieuse de voir les parutions de la maison d'édition Hurlevent et j'ai mis beaucoup de temps à me les procurer puisque je pense que j'ai commencé à les soutenir que fin de l'année dernière, donc il y a un an, où j'ai acheté mes premiers Hurlevent et où j'ai lu mon premier Hurlevent, mais je vous en parlerai. J'ai essayé de vous les présenter dans l'ordre de parution, ça sera plus simple. Il y en a juste deux que je n'ai pas aujourd'hui puisqu'il y en a un qui est en précommande qui va pas tarder à sortir. Et j'ai commandé l'autre en doublon, donc je recevrai les deux à ce moment-là, donc mi-novembre, fin novembre je pense, plutôt, mais je vous en parlerai juste après. Donc j'étais très curieuse de voir un petit peu les objets livres, de voir ce qu'ils allaient éditer. J'avais vu beaucoup de bons coups de cœur, de bons échos, et je sais pas pourquoi, il y avait un truc qui me freinait, que j'avais pas envie de sauter le pas, et l'année dernière pour le mois du gothique j'ai sauté le pas puisque Elika m'avait dit que dans sa pile à lire elle voulait mettre le Nora Lake, donc des cendres sur tes mains, puisque c'était un livre gothique, et je me suis dit allez, et ça a été l'élément déclencheur qui m'a fait passer ma première commande, et toute cette année j'ai participé à toutes les précommandes et à chaque fois que je précommandais leur nouveau roman j'en mettais un autre pour étoffer et avoir la collection, puisque aujourd'hui, comme je vous ai dit, sur tous les livres qui sont parus, il ne m'en manque que 2, donc je suis très contente. En tout, il y a 13 romans qui ont été annoncés, qui vont pas tarder à paraître, ou qui sont parus. Voilà, j'en ai 11, c'est plutôt pas mal, je trouve, sachant que cette année, j'en ai lu 6, je crois. Vous allez voir que j'ai un abandon dans cette saga, enfin dans cette maison d'édition, mais je vais vous en parler dans tous les cas, sans langue de bois, voilà, ça peut arriver. Je pense que il y en a pour tout le monde dans cette maison d'édition. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'esthétisme du livre aussi, même si j'étais pas méga convaincue au début. C'est à chaque fois des hardbacks qui tiennent très bien, qui sont hyper qualitatifs. Donc au début il n'y a pas trop d'entêtes de chapitres ni rien, mais au fur et à mesure des romans, les entêtes de chapitres sont de plus en plus travaillées et on sent que c'est de plus en plus qualitatif. Mais voilà, l'objet livre, ils sont tous du même style, avec juste des couleurs différentes et des motifs différents, mais ils sont très facilement reconnaissables et je les trouve très esthétiques dans la bibliothèque. Ça fait très ancien livre et ça va parfaitement avec les types de romans qu'ils écrivent et avec l'esthétique que j'ai de Sarah. Donc voilà, à chaque fois on est sur des autrices françaises, donc voilà, c'est quand même à souligner, et souvent des autrices qui sont dans leur
primo-roman où quasiment il y a juste une autrice, non 2 autrices qui ont été publiées autrement, mais ça je vais vous en parler. On commence du coup avec le bouquin avec le roman de Sarah justement, donc S.A. Yarmond, donc Le cœur singulier de Millie Davis, qui est une énorme pavasse et que j'ai lu au mois de septembre. J'avais pas très envie de le lire au début, je m'étais dit je le lirai mais pas tout de suite. En fait j'avais surtout peur de l'épaisseur et j'avais peur de m'ennuyer. J'ai adoré cette histoire. On va suivre Millie qui est une autrice qui a écrit un premier tome d'une fresque familiale et d'une fresque historique qui a été un énorme best-seller, sauf que elle a eu quelques remarques et pour son 2e tome, elle veut être blindée niveau historique, donc elle va reprendre ses études. Elle vit toute seule dans une grande maison avec sa grand-mère avec qui elle a une attache très particulière. Elle va avoir un échange épistolaire avec une amie qu'elle n'a jamais vue depuis des années et en fait elle a une famille mais qui est un peu par vents et par vaux, je sais toujours pas comment on dit cette expression, mais qui sont toujours en balade et qui sont pas du tout un peu casanières comme Millie et sa grand-mère. Vraiment dans Millie j'ai vu Sarah Yarmond. Si vous suivez Mrs. Book Yarmond, c'est exactement le type de personnage que je vois, et donc elle va se rapprocher d'un professeur d'un professeur d'archivage qui va l'aider dans ses recherches pour son roman. C'est un livre vraiment Dark Academia avec cette ambiance universitaire, cette ambiance thé, cosy, cocooning, vraiment, si vous voyez vraiment l'esthétique de Mrs. Book Yarmond, on est en plein dedans et franchement j'ai adoré, ça a été un coup de cœur je crois. Je l'ai bouffé ce roman, j'avais du mal à le lâcher et voilà, un très très bon premier roman, sachant que Sarah avait déjà écrit un roman qu'elle avait sorti en auto-édition mais que j'avais pas du tout lu, mais là vraiment j'ai trouvé ça hyper qualitatif, hyper beau, hyper sympa, j'avais envie de lire absolument son 2e à la suite, mais vous allez voir que ça ne s'est pas passé comme prévu. Nous avons ensuite La Duchesse de Buckingham de Shanna Malka, donc celui-là, non, pas de Shanna, de Shannon Malka, donc celui-là je ne l'ai pas lu encore, il fait partie de ma pile à lire et on est en Angleterre dans les années 1840 où on va avoir une jeune fille qui va arriver à Buckingham pendant le règne de la reine Victoria je crois. C'est tout ce que je veux en savoir, j'ai donné l'idée il y a 2 ans à mon frère de l'offrir à notre grand-mère et elle a adoré. Du coup voilà, j'ai très très hâte de le lire, il fait un peu plus de 400 pages, 450 je pense. J'ai pas lu encore de roman de Shannon Malka, je pense qu'il sera lu que l'année prochaine. Mais j'ai hâte de le lire, c'était un qui me faisait le plus envie, l'ambiance un peu royauté anglaise, reine Victoria etc, ça me donnait trop envie. Mon premier gros coup de cœur que j'ai eu et ma première lecture en fait, ma première lecture a été mon premier gros coup de cœur pour cette maison d'édition. Il s'agit bien sûr des Cendres sur tes mains de Nora Lake. Donc ça, Nora Lake c'est une autrice qui est également éditée chez Naos il n'y a pas si longtemps et chez Le Chat Noir, l'édition du Chat Noir. Et ici nous sommes dans un roman, tout ce qu'il y a de plus gothique. Donc tout ce qu'il y a de plus gothique et j'ai adoré vraiment, j'ai trop aimé. On va suivre une jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle, Louise ou un truc comme ça, je sais plus exactement, bref. On va suivre une jeune fille qui est orpheline et un jour à l'orphelinat il y a quelqu'un qui dit que c'est son tuteur légal puisque ses parents ont nommé un jeune homme, enfin un homme, en tant que tuteur légal de cette jeune fille. Donc elle va arriver, elle va aller dans ce manoir là, sauf que le manoir, c'est vraiment un manoir hyper brumeux, un peu au milieu de nulle part, etc. Et il commence à se passer des phénomènes assez particuliers. Il joue aux échecs
c'est limite leur seule interaction, mais ils vont plus ou moins se rapprocher petit à petit, et on va avoir une autre temporalité avec des fragments où on va suivre une autre jeune fille qui se fait une amie, qui se suicide, et elle va se renfermer complètement, elle jouera plus au piano, elle jouera plus aux échecs, et ses parents vont vraiment s'inquiéter, et elle va rencontrer un jeune homme, et ils vont avoir une histoire d'amour exceptionnelle. Et donc dans la première temporalité, on sent qu'il y a des choses de plus en plus prenantes, perçantes, enfin suffocantes, et on se demande le lien qu'il y aura entre les deux temporalités, parce qu'on sait qu'à un moment donné, quand il y a plusieurs temporalités, ça se recoupe, et sachant qu'en plus les fragments, on ne sait pas le prénom de la jeune fille, on ne sait rien, c'est hyper mystérieux, et franchement j'ai adoré ce roman. Elika l'a lu quelques mois après moi, on en avait beaucoup parlé, et elle a adoré aussi, même s'il y avait des choses un peu prévisibles, franchement c'était trop bien, l'ambiance, vraiment il y a cette angoisse un petit peu. Si vous avez lu un peu Rebecca, moi je l'ai pas lu mais je l'ai vu en film, et je trouvais que l'ambiance était très similaire à Rebecca, où il y a plein de secrets, de non-dits, dès qu'elle commence à s'approcher de quelque chose, de pointer du doigt certaines choses, bah, on va lui faire comprendre qu'il faut qu'elle arrête de fouiner, que c'est que dans sa tête. Mais franchement, Nora Lake, elle a une plume exceptionnelle, et franchement, dans le gothique, elle est trop forte. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, j'ai également lu Les éclats de la fratrie au pic de Melissa Restou. Donc là, on va être sur une double temporalité où on va suivre 3 frères et sœurs. Donc il y a Maximilien, Madeleine et Marceau. Ils ont rien à voir ensemble. On est entre début 1900 et 1915, donc la Première Guerre mondiale. Et donc on les suit jeunes, pas jeunes adultes, mais plus enfants, adolescents, et ensuite jeunes adultes pendant la Première Guerre mondiale. Et on a 3 frères et sœurs qui ont vécu qu'avec un père qui est hyper strict dans les règles. La femme doit rester à sa place, doit épouser une bonne personne, et ne pas avoir de rêve, ne pas avoir d'ambition ni rien, et les hommes doivent faire des grands métiers, doivent être avocats, doivent être médecins, sauf que on se rend vite compte que bah, ça va pas se passer comme prévu, puisque pendant la Première Guerre mondiale, donc l'aîné devient médecin de guerre, Madeleine épouse un jeune homme, et juste là pour faire belle, pour recevoir, etc. Mais ça commence à pas trop la convaincre. Et Marceau ne parle plus du tout à sa famille, puisque lui c'est un peu le fantasque de la famille, très artistique, très côté théâtre, voilà, lui il veut faire du théâtre, il veut être dans la mode, dans les arts, etc. Sauf que bah, ça plaît pas à ce moment-là, et il aime se grimer, se déguiser, s'habiller, et vraiment il n'est pas du tout accepté par sa sœur et par son père, et du coup il va y avoir une déchirure de ce côté-là, et franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré la première partie sur quand ils étaient enfants surtout. La deuxième est un petit peu plus longue, et puis il va y avoir toute une fin un peu explosive je trouve. Mais j'ai encore une fois beaucoup aimé cette histoire. On est sur un côté un peu plus historique. On parle quand même de point de vue de femmes fortes qui essayent de s'émanciper, etc. Mais aussi de personnages, bah là encore une fois un peu qui introduit un peu l'enfant queer, l'enfant qui aime se travestir, enfin voilà, il y a tous ces côtés là, et je trouve qu'à chaque fois il y a plein de messages hyper beaux et positifs et optimistes et forts, je trouve, et ça marche hyper bien. Alors ça, c'était un de mes coups de cœur de cet été. Vraiment, si vous avez suivi mes vlogs de cet été et mon update lecture, vous n'êtes pas passé à côté de Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani. On est à Lyon dans les années 1950, je crois. Oui, 1954, lors d'un été très caniculaire, où on a toute une famille, donc c'est autour de 4 cousines, 3 frères et sœurs au-dessus, et en fait on a un grand-père, 3 frères et sœurs
qui ont donné 4 cousines, et c'est autour de ces 4 cousines où on sait dès le départ qu'il va y avoir un mort à la fin de l'été, et on va revenir sur tout le déroulé de cet été où on va voir ces 4 cousines complètement différentes, avec des ambitions différentes, avec des volontés différentes, pas traitées de la même façon par leur grand-père. On va suivre aussi tout ça à travers les yeux d'une nouvelle bonne qui va être engagée. Et on suit petit à petit cette famille qui se déchire et qui est en pleine contradiction, des choses qui sont faites où on se pose la question de savoir qui est derrière tout ça. Les ambitions sont peut-être trop fortes pour que ça réussisse ou quoi, mais ouais, j'ai adoré. Il y a une grosse partie aussi autour de la mode, de la couture, puisque 2 cousines veulent rentrer dans une grande école de mode. Elles se préparent pour un concours et pour des entretiens de recrutement dans cette école-là, et tout est un peu autour de ça. De vraiment les ambitions des uns, est-ce que ça gêne pas les ambitions des autres, et vraiment ces 4 différences là, j'ai adoré, vraiment j'ai beaucoup aimé ce roman. Je l'ai trouvé très prenant, et puis vraiment on a toute cette tension, on sait qu'il va y avoir un meurtre, on a un peu la tension un peu thriller, etc. mais c'est pas un thriller, puisque le vrai meurtre ne se passe qu'à la fin, c'est résolu en 3 pages, c'est même un peu trop vite résolu. L'épilogue m'a un peu laissé en interrogation, j'ai pas tout compris dans l'épilogue. Vraiment, je me suis dit, est-ce que j'ai loupé un épisode ? Est-ce que ça amène à autre chose ? Est-ce que je suis vraiment passée à côté de quelque chose ? J'en sais rien, donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me contacter. Mais j'ai beaucoup aimé, et vraiment dès que j'étais dedans j'avais du mal à reposer le livre, et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais celui-ci encore une fois fait très fort, et pourtant au premier abord il me donne pas forcément très envie. Mais si vous aimez ce côté un peu thriller, un peu complot et coups mesquins les uns vers les autres, lisez celui-ci. On va parler de choses qui fâchent, puisque j'ai abandonné Les Fêlures de Wakefield Manor de S.A. Yarmond. Voilà, quand je vous disais que en finissant Millie Davis, j'avais très envie de lire celui-ci. Sauf que j'ai pas du tout accroché. J'ai lu entre 150 et 180 pages, je crois. Vraiment, j'ai essayé, hein, mais ça ne l'a pas fait du tout, et je l'ai abandonné il y a 2-3 jours. Je me suis dit, mets-le de côté parce que ça ne le fait pas. On est dans les années 1910 en Angleterre, où Honoria vient d'être veuve. Voilà, elle vient de perdre son mari, elle a perdu également son père il n'y a pas si longtemps, et elle va décider à un moment donné de d'aller dans la campagne anglaise pour devenir la préceptrice pour une famille. Et voilà, c'est tout ce que je sais. La mère de cette famille est assez absente, il se passe un rapprochement rapide avec le père. Dans cette famille, il y a 5 frères et sœurs, elle s'en occupe juste des deux plus jeunes. L'aînée est complètement partie de la famille, on ne la voit pas, et les deux au milieu, donc la deuxième et la troisième, il y en a une qui est sur le point de se fiancer, l'autre qui est très jalouse, très possessive, etc. Les 2 jeunes qu'elle suit, il y en a un qui est complètement amoureux de Noria, l'autre qui a un attrait pour la littérature assez important. On sent qu'il y a tout un mystère des tragédies qui sont passées dans cette famille-là, mais franchement ça m'a pas happée. Je saurais pas vous dire pourquoi. Est-ce que c'est qu'un feeling ? Donc dans tous les cas je vais le garder, donc je retenterai peut-être une prochaine fois. Mais j'ai pas été aussi happée que pour Millie Davis, et voilà, ça peut arriver, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être que ce livre n'était pas fait pour moi. Voilà, j'ai tellement aimé tous les autres que tout ne peut pas me plaire non plus. J'avais vu des bons avis, hein, vraiment. Il y a marqué 2 ailes d'un manoir, l'une habitée par la duplicité, l'autre par les ruines. Saurez-vous trouver les réponses parmi les vestiges du chagrin ?
Je suis sûre qu'il y a eu des très très bonnes lectures et des très beaux coups de cœur. Il y a l'air d'y avoir pas mal de bons avis des Voix Hurlevent, mais bah pour l'instant moi celui-là ne l'a pas complètement fait avec moi, voire pas du tout puisque je l'ai DNF. Et c'est vrai que c'est un petit peu rare que je DNF, enfin c'est le seul DNF que j'ai de cette maison d'édition, parce que les autres, même si j'ai un peu moins apprécié, bah, j'y suis allée quand même jusqu'au bout, parce qu'il y avait toujours un truc qui me happait. Là vraiment, je suis passée un petit peu à côté, j'étais pas attachée au personnage ni rien, donc voilà, je vais le mettre de côté et on verra plus tard. Alors le suivant, je crois que c'est celui que je n'ai pas, donc c'est Les Heures sombres de la tyrannie de Rose Castelet, qui se passe lors de la Révolution française. Donc celui-ci je ne l'ai pas, je le reçois d'ici pas longtemps. Donc voilà, je l'ai offert encore une fois à ma grand-mère l'année dernière, du coup pour Noël ou pour son anniversaire, je sais plus. Et elle m'a pas dit si elle avait bien aimé ou pas. Mais voilà, je me suis dit Révolution française ça peut être pas mal. Mais comme là il y a un autre roman de Rose Castelet et toujours dans le même univers que Les Heures sombres de la tyrannie, j'ai commandé les deux en même temps et bah, j'attends qu'ils arrivent. Nous avons ensuite un deuxième roman de Shannon Malka, à savoir Prisonnière de l'hiver russe, où on est en 1911 et 1917, donc ça va être encore une fois pour la Première Guerre mondiale, et on est à Saint-Pétersbourg, voilà, et je pense qu'on va parler un peu d'Anastasia, des Romanov, etc. Donc j'ai hyper hâte de le lire puisque je ne l'ai toujours pas lu. J'attendais la période un peu hivernale pour le lire. Donc je pense que d'ici décembre ou début d'année, il sera lu. Mais j'ai trop hâte. En plus j'adore Anastasia, j'adore cette histoire. J'aime beaucoup tous les contes un peu russes, enfin même la Russie, alors faites attention quand je dis j'aime la Russie, mais j'aurais adoré visiter Saint-Pétersbourg, Moscou, etc. On va attendre qu'une certaine personne ne soit plus là pour que je puisse le faire, mais Anastasia fait partie de mes dessins animés préférés et je suis très intéressée par l'histoire des Romanov. Voire ma dernière lecture Hurlevent, c'est le Serment de l'Angrebrume de Josepha Juliet, qui sort un petit peu de leur ligne éditoriale, puisque ici nous sommes dans une fantasy assez onirique et nature writing, puisque nous avons 3 points de vue et toute une magie autour d'une forêt, de la forêt de l'Angrebrune. Nous suivons Célène, qui est une personne de la noblesse, qui est mariée à un chef militaire du roi, enfin, c'est pas un roi mais de je sais plus qui. Et il va y avoir des meurtres qui vont se passer, sauf que elle va avoir des rêves prémonitoires, elle va peindre des choses qu'elle ne voit pas, et elle va voir des choses que personne d'autre ne voit. Du coup il va y avoir toute une chasse aux sorcières de ce côté-là, et elle va se poser des questions sur ce qu'elle est vraiment. Et on a également le point de vue de Samson, qui est lui un jeune homme qui a le don, et qui est adopté par la forêt et par le coven de sorciers et de mages qui nourrissent l'Angrebrume. Donc vraiment tout un côté... En fait ça fait un peu druide, nymphes qui sont encore à corps avec la nature, etc. Et on a Alix qui est censée partir pour... rencontrer son futur mari et pour aller se marier, sauf qu'il y a un accident quand il passe à l'Angrebrune et elle se retrouve seule survivante à l'Angrebrune. Elle va survivre, signe qu'elle est acceptée par la forêt. Donc pourquoi elle est acceptée? Elle va faire la rencontre de Lou et d'une jeune femme qui va lui expliquer que si elle est toujours vivante, c'est qu'elle a été acceptée par la forêt et que c'est pas pour rien qu'elle a été acceptée. Donc voilà, ils vont se poser la question de savoir ce qui se passe. Il va y avoir toute une guerre entre plusieurs personnes, plusieurs peuples, et vraiment on est sur de la fantaisie pure et dure. Si vous aimez la fantaisie un peu onirique, un peu magique, un peu nymphe, etc. je vous recommande. Moi d'habitude j'aime pas ça et ça l'a complètement fait. J'ai adoré ce roman et pourtant je n'aime pas trop les lectures trop oniriques. Je n'ai plus que 3 romans à vous présenter. J'ai lu également Le Dernier Quart avant l'aurore de Aurélie Laurey, qui est une jeune réunionnaise.
Et là donc on va avoir une histoire maritime puisque nous sommes en 1865 et Oscar vient juste de perdre sa mère, je crois qu'il est élevé par son oncle et il a 17 ans, un truc comme ça. Il est élevé par son oncle et sa tante et un jour il y a un jeune et célèbre capitaine qui dit que c'est son père et qui lui propose de partir en mer avec lui pour son périple. Voilà, il doit aller aux Indes et il lui propose, pour faire plus ample connaissance, de le suivre dans ce périple là, sauf qu'il n'aura pas de traitement de faveur, il va falloir qu'il agisse comme un mousse lambda. Il va accepter, faire des rencontres amicale et plus, et on va avoir tout un voyage à travers les mers, à travers plusieurs paysages. Le seul petit hic que j'avais regretté, c'est qu'on fait un arrêt à La Réunion et j'aurais adoré que l'autrice nous raconte un peu son île et nous fasse un peu plus partager son île, mais j'ai beaucoup aimé. Le roman m'a fait pleurer à un moment donné, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, je m'y attendais pas. Il m'a bouleversée, même si c'était un petit peu lent à certains moments et tout, il m'a vraiment happée. J'ai adoré voyager avec ces personnages-là, j'ai adoré voir la construction du lien entre un fils et son père qui ne se sont jamais connus, sachant qu'en plus Oscar a toujours été le fils bâtard, puisque il est sans père, d'une mère noble, mais enfin voilà, il n'y a jamais eu de père, et à cette époque-là, c'est pas très très bien vu, donc il n'a jamais été considéré, et de voir que il appartient à quelqu'un, il y a tout un aspect de musique aussi de ce côté-là, et une amitié qui est hyper forte, qui est très très belle, vraiment pour la période un peu printemps-été. Je vous recommande parce que c'est vraiment cool, et si vous aimez, si vous n'avez pas le mal de mer et que vous aimez voyager sur un bateau, je vous le recommande aussi. Le deuxième roman de Nora Lake, il s'agit des larmes de l'asphodèle. Ici nous sommes sur une réécriture de contes, puisque nous sommes sur la réécriture de Orphée et Eurydice. Donc on va avoir ces deux points de vue là, d'un point de vue un peu plus féministe, un peu plus actuel. Donc on va avoir ces deux points de vue là, mais on va avoir également le point de vue de Perséphone avec un petit peu d'Hadès. En fait on va avoir énormément de points de vue de personnages de la... Enfin non, on va voir énormément de personnages de la mythologie grecque, et je trouve que justement l'entrechoquement de tous les mythes qu'on connaît, donc il va y avoir Hadès et Perséphone, il va y avoir aussi Jason et Médée je crois, bref il va y avoir beaucoup de personnages dont on connaît les noms. Si vous connaissez pas le mythe d'Orphée et Eurydice, c'est Orphée et Eurydice qui se marient et qui le lendemain de leur mariage, Eurydice va mourir, Orphée va tout faire pour aller la récupérer aux enfers, va passer un pacte avec Hadès, et Hadès va lui dire que sa bien-aimée peut revivre si il arrive à retourner jusqu'à la surface sans se retourner une seule fois, et il va se retourner, donc il va perdre Eurydice pour toute la vie, et donc on a toute cette réécriture de là. Donc franchement ça a fait un tabac d'enfer, tout le monde avait envie de l'acheter, moi je l'ai précommandé vraiment, de toute façon depuis La prisonnière de l'hiver, j'ai tout précommandé, La prisonnière de l'hiver y compris. Et ouais, j'avais trop hâte, je me suis jetée sur cette lecture. J'ai moins aimé que Descendre sur tes mains, parce qu'en plus j'avais eu un énorme coup de cœur pour son précédent, donc j'avais très hâte de découvrir, d'avoir un autre coup de cœur dessus. En fait là on est vraiment sur un mythe, et c'est vraiment écrit comme un chant de mythe, où c'est très lent, c'est très onirique, tout se joue avec la beauté de la plume. Eurydice est une jeune nymphe qui est née de l'union de deux femmes, etc. Bref, du coup elle est maudite. Donc il y a beaucoup de choses qui maudites mais cachées, etc. Il y a beaucoup de choses qui font que, en fait, la plume est très lente. Il se passe pas grand chose, etc. Mais je trouve que ça colle bien avec le côté mythologie, parce que vraiment on a l'impression d'avoir un chant mythologique, d'avoir un mythe qui est vraiment raconté à la manière mythologie, vraiment. Et franchement j'ai beaucoup aimé.
J'ai beaucoup aimé l'histoire, mais vraiment ce côté un peu trop lyrique m'a perdu. Ce côté que j'attendais un peu dans le Serment de l'Encre Brune et que je n'attendais pas forcément ici. Et du coup j'ai été un petit peu décontenancée. Je dis pas qu'il est pas bon, mais vraiment je préfère Descendre sur tes mains. Après il y en a qui le trouvent hyper beau, hyper bon, qui le préfèrent, qui l'ont adoré. Moi le côté un peu trop lyrique ne me convainc pas. Mais sinon, l'histoire en elle-même, les messages qui sont apportés, les différentes actions, etc., j'ai beaucoup aimé. J'ai mis beaucoup de temps à le lire parce que j'avais pas envie de... Pour moi, c'était pas un page-turner, mais à chaque fois, je passais un bon moment et j'ai beaucoup aimé l'histoire de fond. Lire sur ce mythe-là, sur... Voilà, tout ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a juste la plume, mais parce qu'elle est hyper belle. Mais moi, ce genre de plume, c'est pas fait pour moi. Et le dernier qui est censé être ma prochaine lecture Hurlevent, il s'agit des Lumières de Kilchurn, donc de Camille Santerre. Et cette fois-ci, on est en Écosse, en 1950, où on va avoir tout un côté un peu clan, rivalité de clan, paysage écossais et secret intergénérationnel. Il y a des tragédies, il y a de la brume. Apparemment c'est pas mal pour le mois d'octobre-novembre, donc je me dis novembre ça va être le dernier moment pour que je puisse le lire. Mais j'ai trop hâte parce que vraiment j'ai juste vu Écosse. J'ai dit bon c'est fait pour moi, moi l'Écosse j'adore ça. Et voilà, j'ai très hâte de pouvoir le découvrir, j'ai vu des très bons avis. Donc voilà. Normalement au mois de novembre je lis celui-ci. Donc voilà, et le dernier qui est en précommande en ce moment, donc n'hésitez pas à le commander quand il va sortir, je crois qu'il sort le 14 novembre, donc il sera déjà sorti quand cette vidéo sortira. Il s'agit des dagues de velours ou un truc comme ça, de Rose Castelet, qui est du coup dans le même univers que les Heures sombres de la tyrannie. Et j'ai lu, je pensais qu'il fallait avoir lu l'un pour lire l'autre. J'ai lu qu'il fallait pas forcément avoir lu l'un pour lire l'autre, donc bah foncez, il a l'air beaucoup plus petit que le précédent, donc franchement foncez s'il vous intéresse. Je pense qu'on est toujours dans cette révolution française, mais ouais, j'ai hâte de pouvoir les avoir. Et vous voyez que ça fait quand même une belle collection, que je suis pas si pire que ça. Je crois que j'en ai 4 à lire, donc j'en ai lu quand même pas mal. J'en ai dit NF1, mais comme je vous le disais, ça arrive. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette maison d'édition, à me dire lequel est votre préféré, vous, si vous avez déjà lu. À me dire s'il y en a un de ceux-là qui vous tente un peu plus que les autres. Bref, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici, ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!